Salut, bonne année. Salut, bonne année à toi. Merci. Euh, Est-ce que tu suis un peu, je suppose, les primaires américaines? Oui. Oui. Et je trouve que c'est tout à coup là, c'est revenu dans mon radar, alors que j'avoue que je m'y intéressais pas vraiment là avant le caucus de l'Iowa de la semaine dernière. Et c'est assez drôle hein, ce qui s'est produit et je sais pas, tout à coup j'ai repris, j'ai eu un regain d'intérêt pour le sujet. Je sais pas ce qui va se passer, et donc c'est toujours intriguant. Ah bah il y a plus bon, enfin moi ça m'a jamais beaucoup intéressé parce que je pense pas qu'il y ait de surprise. J'ai jamais cru qu'il y aurait une surprise. Ah oui, Ah oui, Trump va être le candidat. Je sais pas si tu te souviens, si tu l'avais vu, peut-être une émission de Joe Rogan en janvier 2020. Donc au moment où Trump a quitté le pouvoir et donc juste après le les, 6 émi- janvier. enfin, les événements, on va Oui, dire, du 6 janvier, c'est-à-dire quand des foules sont rentrées au Capitole. Et Joe Rogan avait été avec un invité, et donc vraiment, Trump était au fond du trou, tu vois, dans l'opinion, enfin, voilà, dans le symbole aussi. Il venait de perdre, et en plus, il portait la tâche d'un semblant d'insurrection. Enfin, c'était pas une insurrection, c'est une manifestation dans laquelle des gens sont rentrés au Capitole, comme c'est arrivé d'ailleurs récemment avec une manifestation de démocrates. Hein. On n'en a pas du tout parlé, mais oui. bon. Euh, et Joe Rogan parie dans l'émission, il dit à son invité, je te parie $5 000 que Trump va être candidat, sera le candidat. Attends. Sera investi candidat en 2024, et je te parie Oui. $10 000 qu'il sera réélu. J'ai recherché cette émission, je ne l'ai pas retrouvée. J'ai cherché sur YouTube des extraits, le moment où Joe Rogan fait un pari ou un truc comme ça. Ça va ressortir, j'imagine, en 2024, hein, si Joe Rogan gagne son pari. Mhm. Et donc, moi, j'ai jamais vraiment douté du fait que Trump serait le candidat. Tous les autres, c'est des amuseurs à côté de. Quand tu as un ancien président, tu peux pas avoir des candidats qui vont se présenter, enfin, qui peuvent gagner contre lui. Il a exercé le pouvoir, il a la légitimité, il a l'expérience. Et puis en plus, dans le cas de Trump, un personnage Oui. incroyable. Euh, et donc, les Ron DeSantis, Nikki Haley, Haley, pardon, ou même Vivek, enfin, et encore moins, pardon, Vivek Ramassiani, dont on avait parlé, Oui. euh, j'ai jamais cru qu'ils avaient aucune chance, ces gens-là. Non, c'est Donc, vrai, mais qu'est-ce qui t'intéresse dans les primaires? pas. En fait, ce qui m'intéresse, enfin, ce qui me surprend plutôt, c'est que je pensais vraiment que, en fait, je crois que c'était il y a peut-être 6 mois, on avait dû parler d'un podcast que Trump avait fait, enfin même de plusieurs, et je trouvais que il y avait pas tellement de vues, c'était pas très intéressant ce qu'il racontait, et j'avais un peu l'impression qu'il y avait un désintérêt Sur pour les lui. Nelk Boys, par exemple, il y a eu les Nelk Boys qui avaient fait Par il avait exemple, même sur les reçu, Naked il y avait Boys, eu des. c'était pas très intéressant, Non, c'était et pas intéressant, mais il y avait eu énormément de vues. oui, oui, quand même, mais je sais pas. Enfin, ça m'avait donné une impression un peu bizarre. Il était même revenu chez Nile Boys une deuxième fois, et ouais, je sais pas. Ça m'avait pas vraiment impressionné. J'avais un peu, en fait, peut-être l'impression qu'il était fini, mais c'est de la même manière que quelqu'un qui a 80 ans, il y a un moment donné où il y a le déclin naturel qui s'impose. Bah, je me disais peut-être que c'est ça aussi qui va lui arriver, bah, exactement ce qui est en train d'arriver à Biden. Et donc, la question évidemment, c'est de savoir quand les courbes vont se croiser en fait. Et il faut que ça arrive au bon moment, enfin suffisamment tard pour Trump, pour qu'il soit pas justement victime de ça. Et j'avais un peu cette crainte, et là j'ai vraiment l'impression il y a un certain regain et peut-être de l'intérêt des gens. Mais à voir, hein, peut-être que tout ça est un effet de campagne, de communication. L'élection est encore très loin, et la possibilité que les démocrates sortent quelqu'un d'autre que Biden,
remplace Biden et reste forte. D'accord. Et qu'est-ce que tu anticipes? Mais pour l'instant, Trump est donné gagnant contre Biden. Hein. Mhm. Et je parle des sondages par État. Hein, je ne parle pas des sondages nationaux qui ne veulent rien dire aux États-Unis. Tu veux dire, on regarde les États qui swing pourraient states. qui pourraient aller dans un sens ou dans l'autre. Okay. Dans les swing states, c'est-à-dire les États qui parfois votent démocrate, parfois votent républicain. Ceux qui changent, ceux qui balancent. Alors que la plupart des États, enfin il y a 43 ou 42 ou 43 États votent toujours la même chose, donc on voit toujours les mêmes grands électeurs à Washington pour élire le président, et il y en a quelques-uns, 8, 9 quoi, qui changent. Et dans cela, pour l'instant, Trump emporte la majorité. Et donc, les démocrates, face à ça, pourraient très bien vouloir changer de candidat, parce que si leur parti perd... Et alors, qui? Ah, ça, j'ai aucune idée. Alors là, vraiment, pas Kamala Harris, mais bon, ils vont trouver quelqu'un, toujours soudain, tu propulses quelqu'un... tu penses que Biden, il a été propulsé comme ça? Pardon? Tu dirais que Biden, il a été propulsé comme ça? Non, Biden était l'ancien vice-président d'Obama, donc il avait une légitimité, tu vois, et puis c'était un des grands hommes politiques, enfin un des importants hommes politiques du Parti démocrate contemporain. Donc il était normal à peu près qu'il soit... Mais pourquoi est-ce que ça aurait pas été... pourquoi tu penses que Hillary n'y est pas retournée, en fait? Parce que ça, je pense que les gens... Parce qu'aux États-Unis, quand tu t'es présenté à une élection et que tu as perdu une fois, tu ne te représentes pas. Là, tu me diras Trump, mais Trump, il avait déjà gagné. Aux États-Unis, par exemple, DeSantis, toute cette génération-là, ils ne se représenteront pas. Enfin, cela dit, c'est pas tout à fait vrai, parce que Nixon avait perdu, puis il a gagné finalement. Ouais, je pense pas que c'est une règle absolue. Comment il s'appelait, là? Il y avait aussi le républicain, là, qui était face à... Al Gore? Dole? Non, qui est mort récemment, là, McCain. Ouais. McCain s'est présenté qu'une seule fois. Il s'est présenté qu'une seule fois? Ouais, contre Obama. Okay. Ah, ok, je pensais qu'il s'était présenté plusieurs fois. Non, et je Romney? pense qu'il y a cette pratique qui est qu'un candidat qui a perdu une fois, bon, ben voilà, les gens n'en veulent plus. Mais un candidat qui est arrivé à la nomination. Oui, alors je pense pas qu'il y ait de règles. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on sous-entendu, si tout le monde s'est mis derrière toi et que tu n'y arrives pas, je pense par exemple à par exemple Vivek, je suppose qu'il va se représenter. Oui, c'est possible qu'il retente sa chance. Je sais pas. Bon, Hillary Clinton aussi était trop fragile face à Trump. Hein. Elle s'était montrée, elle avait perdu toute. Et peut-être que dans les enquêtes d'opinion, elle était trop basse aussi. Et donc les républicains l'ont pas remise. Les démocrates l'ont pas remise. Mais bon, voilà. En tout cas, moi, je m'attends. Je mettrais à 50% la probabilité que Biden ne se représente pas, que Biden soit dégagé par les démocrates. Et l'élection est dans 10 mois. Hein. Donc c'est très bientôt, hein, c'est en novembre. Hein. Donc ça peut arriver très vite, là, avant l'été. Si dans les sondages, Trump continue à être aussi fort. Et puis comme de toute façon, il va profiter du mouvement du mouvement de popularité, d'engouement que provoque la primaire, républicaine, il va sans doute rester fort dans un sondage. De toute façon, tous les candidats républicains étaient donnés gagnants contre Biden dans un sondage, hein, y compris Nikki Haley. Ah, ouais. Et donc, les gens ne veulent plus de Biden. Alors bon, ils vont élire Trump parce que Trump a les militants républicains derrière lui. Pas le parti, hein, mais les militants en tout cas. Et donc, il est probable, pour l'instant, il est possible qu'il l'emporte. Et il est donné, d'ailleurs, il faut voir l'attitude des médias, des hommes politiques. Il fallait entendre à Davos
le patron de BlackRock ou de Non, Diamond, tu- comment il s'appelle? Jimmy Dimon. Jamie Dimon, patron de JP Morgan, je crois, hein. C'est JP Morgan. Et Jimmy Dimon qui explique que Trump, c'était pas si mal du temps de Trump. Oui, oui, et puis aussi qu'il a dit que les gens qui continuaient, enfin, qui disaient que les électeurs de Trump étaient de toute façon des idiots, allaient se prendre un mur parce que c'était quand même faire face à, enfin, nier quand même le 50% de la population, Oui, oui. considérer qu'ils Oui, sont pas complètement faire l'erreur idiots. d'Hillary Clinton qui avait traité de minables ou des deplorables les électeurs les électeurs de Oui. Trump, ouais, les électeurs populaires. Mais toute la question, en fait, est de savoir si, si Biden a gagné ou si, en fait, c'est Trump qui a perdu. Dans le sens où, si les gens ne voulaient pas de Trump il y a 4 ans. Non, je crois que c'est Biden qui a gagné. Ah oui. Trump avait augmenté. Alors, bon, pour autant que les résultats. Allez, on va admettre que les résultats étaient fiables. Non, Euh, je parle pas du vote, hein, du ah, décompte. Je parle du fait que Biden ayant gagné les élections, est-ce que finalement les gens voulaient Biden ou ne voulaient pas Trump? C'est plutôt ça ma question. Et sachant que cette fois-ci, ils ne veulent pas Biden visiblement, de la même manière qu'il y a 4 ans, en tout cas, il y en a beaucoup qui voulaient pas Trump, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on va obtenir en fait? Voilà, c'est assez clair ce qu'on obtient, c'est qu'on obtient un nouveau Trump. Donc il y a 4 ans, on voulait pas Trump. en fait, Maintenant, dans l'analyse électorale, on peut juger le mandat que reçoit un élu à plusieurs choses. D'abord, le taux de participation. Alors, pas seulement l'écart. Alors, évidemment, bien sûr, l'écart de voix, Mhm. qui donne une idée de l'adhésion populaire. Par exemple, Javier Milei en Argentine, il a gagné avec 55-56% des voix. C'était beaucoup. Donc, il y avait une adhésion pour son programme. Il reçoit un mandat. S'il avait été élu avec 50,5, non. Il est élu avec 55%, il y a 10 points d'écart, c'est beau. Et puis ensuite, il y a le taux de participation. Alors, dans les pays où le vote est obligatoire, comme en Argentine, ça ne veut rien dire, mais aux États-Unis, ça peut dire quelque chose. Et puis enfin, c'est plus difficile à mesurer, mais dans la campagne, il y a l'adhésion, les campagnes d'opinion qui permettent de savoir si les électeurs sont sensibles à tel ou tel thème de campagne, telle ou telle promesse qui est faite par les candidats. Et dans ce cas-là, tu sais si les gens ont voté pour Biden ou voté contre Trump, enfin, ou l'inverse, voté Mhm. contre Biden ou pour Trump. Moi, je pense qu'en 2020, Biden, vu la quantité de voix aussi qu'il a élu et qu'il a reçu, et Trump aussi a reçu beaucoup plus de voix en sa faveur en 2020 qu'en 2016. Donc il y a eu un engouement populaire derrière Trump, mais il y a eu un engouement populaire plus fort pour Biden, qui promettait un retour à la normale. Et puis en fait, le retour à la normale, il a pas eu Ça lieu veut dire parce un que peu plus de guerre, c'est ça la normale? alors, ouais, il a remis des guerres en route. Il y a eu l'Afghanistan, retrait d'Afghanistan catastrophique, la guerre en Ukraine. Bon, on sait évidemment pas, on va pas faire d'histoire contrefactuelle, mais on ne sait pas ce que Trump aurait réussi, est-ce qu'il aurait empêché l'invasion en Ukraine. C'est pas impossible, parce que l'exemple de l'invasion d'Ukraine s'est fait après le retrait d'Afghanistan. Catastrophique, hein, pour l'image des États-Unis. Mhm. Donc il y a peut-être eu une sensation de faiblesse de la part de Poutine à trouver que Biden était faible et donc il allait lui faire une. Ici, voilà, je saisis l'occasion. Et puis enfin, il y a surtout l'économie, parce que c'est ça le principal, l'inflation galopante, dont d'une certaine manière Biden a hérité pour une part, parce que Oui. l'inflation venait des programmes de soutien à l'économie pendant le Covid, mais c'est aussi parce qu'il a fait des plans de dépenses absolument gigantesques, avec des injections de monnaie dans l'économie considérables, qui ont provoqué une inflation dingue et qui fait que les gens sont fous furieux maintenant. C'est l'inflation principalement, je pense, qui tue Biden, plus que la politique étrangère. Mhm. Ok. J'avais pas réfléchi. Enfin, j'avoue que je suis pas vraiment
les taux d'inflation aux États-Unis. Ah, et c'est très très fort, hein, bon, dans nos pays aussi, hein, mais bon, il n'y a pas d'élection en ce moment. L'inflation, enfin, ce week-end, il y avait le Parisien qui publiait son panier, donc un panier de biens là, dont ils suivent la valeur, et qui donnait une inflation de plus de 20% en 2020 sur ces biens alimentaires. 20% de plus d'augmentation. En France? En France, oui. Ouais. Alors que le taux officiel d'inflation, mais qui est complètement truqué, parce qu'en fait, il y a des pondérations absurdes. De toute façon, il n'y a pas une inflation. Il y a des taux d'inflation, il y a des biens calculer un taux d'inflation, ça ne veut rien dire. Et puis l'inflation ne se diffuse pas de la même manière à travers l'économie, entre ceux qui ont accès à l'émission de monnaie, puis ceux qui n'ont pas accès, ou ceux qui ont accès en dernier, et donc qui subissent la baisse de la valeur de la monnaie. Et donc le taux d'inflation officiel en France est entre 4 et 8%, je ne sais plus, ça dépend entre le début et la fin de l'année. Mais bon, dans la réalité, il est beaucoup plus fort, il est ressenti de façon beaucoup plus forte par les Français. Et aux États-Unis, c'est pareil. En tout cas, c'est la campagne électorale. L'économie, l'état de l'économie de Biden, c'est un sujet qui va le faire tomber, hein, c'est probable. En tout cas, contre lequel il aura du mal à lutter. Et justement, à propos de politique de gauche, tu reviens de San Francisco. Ouais. Alors, c'était comment? Beaucoup moins pire que ce qu'on avait annoncé. Donc j'étais à pour mes affaires, une conférence appelée JP Morgan Week Health Tech. Donc c'est le rassemblement mondial à San Francisco depuis une quarantaine d'années des banques, fonds d'investissement, avocats d'affaires d'un côté et entreprises, donc start-up ou entreprises qui cherchent du financement d'une manière ou d'une autre aux États-Unis, enfin dans le monde en général. Et donc ça se passe à San Francisco début janvier. Et c'est dans le centre de San Francisco, donc autour de Union Square, qui est la place centrale. Enfin, bon, c'est tout petit, hein. C'est pas de grande place comme dans nos pays. Mais disons, c'est un square qui est le centre un peu de San Francisco. Mais bon, San Francisco, évidemment, c'est pas... San Francisco, dans l'urbanisme, c'est plutôt dans la géographie urbaine, c'est juste un petit bout d'une immense zone, une conurbation, comme on dit de façon pédante, qui entoure toute la baie de San Francisco. Et donc, San Francisco est à l'extrême. En fait, c'est une sorte de croissant. San Francisco est au nord du croissant occidental, donc au bord du Pacifique. Puis en descendant au sud, on va trouver Palo Alto, la Silicon Valley, jusqu'à San José, qui est la partie sud de ce croissant, enfin le bas du croissant. Et puis ensuite, on remonte de l'autre côté de la baie et on remonte jusqu'à Oakland, à peu près. Voilà. Donc ça, c'est la même zone. Et donc, c'est une zone extrêmement prospère, très riche, construite sur une faille sismique hyper dangereuse, la faille de San Andreas. Mais qui est très prospère. Et donc, San Francisco, c'est juste un petit bout de cet ensemble. Et le centre de San Francisco fait l'objet depuis plusieurs années de reportages fréquents ou de mentions de gens qui remarquent les drogués qui sont dans la rue. Et de façon des zombies gravement atteints par des addictions de toutes sortes, enfin en particulier le fentanyl, mais enfin pas que, le crack aussi. Et ces gens-là, comme San Francisco et la Californie en général, mais San Francisco en particulier depuis très longtemps, a développé des politiques très libérales vis-à-vis de l'usage de drogue. Il n'y a pas de lutte ou de services sociaux particulièrement actifs pour éviter à tous ces fous, parce que ce sont des gens qui sont malades mentaux, de traîner dans la rue. Et donc il y avait effectivement des images qu'on voyait ces dernières années très frappantes des rues de San Francisco remplies de zombies comme ça, et puis avec des vols à la tire, alors parce que la Californie a mis en place des lois très libérales également contre le vol dans les magasins, et qui font que lorsque un bien est volé pour une valeur inférieure à $500, je crois, eh bien, il n'y a pas de poursuite judiciaire ou par la police. Tu ne peux pas être arrêté.
Et donc tous les magasins, alors ça je l'ai vu, les magasins du centre de San Francisco l'entrée est barrée par des vigiles et à l'intérieur, dans les petits supermarchés, les rayons sont fermés, enfin pas tous, mais enfin beaucoup sont fermés par des placards en verre. Et quand tu veux prendre un bien, tu t'appelles un vendeur pour qu'il t'ouvre le placard en verre et qu'il te sorte le tube de dentifrice que tu vas acheter, quoi. C'est ce genre-là, hein, sous la crème à oui. Donc j'ai fait l'expérience. Et donc, en revanche, dans les rues, c'était pas très, il y avait pas du tout j'ai pas vu ces images qu'on apercevait dans les médias récemment. On dit que c'est parce qu'il y a eu un sommet Asie-Pacifique avec le président chinois et puis de tas d'autres hommes politiques de chefs d'État de ce coin-là, il y a quelques mois, et donc il y a eu un grand ménage qui a été fait dans le centre de San Francisco, et donc il y a beaucoup de ces drogués, ces clochards qui ont été, qui sont partis on ne sait pas où, en tout cas qui ont disparu. Il y en avait quelques-uns, mais je dirais que c'était pas pire que certaines villes françaises avec des punks à chiens. Alors évidemment, les punks à chiens en France, c'est pas des zombies drogués, ils sont un peu peut-être, mais c'est pas ils font un peu moins pitié que ceux qu'on voit à San Francisco. J'ai vu une jeune fille de peut-être 25 ans qui était assise par terre dans la rue avec la peau, enfin le visage encore jeune, et qui était en train de fumer une pipe à crack. J'ai vu un gars, les fesses à l'air, en train de déféquer sur la rue, quoi. Même pas entre deux voitures, tu vois, au milieu de la rue. Alors oui, tu vois effectivement des scènes comme ça, mais le centre de San Francisco est très vivant, plein de magasins. Alors ça donne pas c'est pas une impression aussi frappante que New York, mais de toute façon, il n'y a pas deux villes comme New York, hein. San Francisco a donné une impression de ville plus petite. Peut-être que Chicago donne une impression un peu comme New York, mais pas tout à fait non plus. Et Chicago, peut-être c'est la deuxième c'est une ville aussi impressionnante aux États-Unis. Mais San Francisco l'est moins. J'étais à Boston en octobre, c'est beaucoup moins aussi. Enfin, c'est une petite ville à côté. Et San Francisco donne quand même une impression de petite ville aussi. Il n'y a pas d'immeubles aussi, il n'y a pas de gratte-ciel aussi impressionnant. Mais c'est une très belle ville, d'abord parce qu'elle est très vallonnée, elle a des pentes très raides, alors c'est assez célèbre parce qu'il y a ces trams qui sont des cable cars, donc c'est des trams qui sont tractés par un câble qui passe dans la chaussée, donc c'est assez célèbre. Il y a beaucoup de scènes de films, évidemment, avec des poursuites de voitures sur ces rues, ces pentes très raides. Inspecteur Harry ou Bullitt, enfin voilà, il y en a pas mal. Mais les immeubles sont pas, enfin les gratte-ciels sont pas aussi beaux qu'à New York ou qu'à Chicago, ça c'est sûr. Le site, cela dit, le site entre la baie de San Francisco et l'océan Pacifique, là c'est spectaculaire, hein. C'est vrai que c'est très beau. Le Golden Gate Bridge, ce pont rouge là qui connecte le nord de San Francisco vers l'autre partie de la baie, qui est au nord, qui est plus sauvage, qui est urbanisée, mais qui est pas aussi densément urbanisée que San Francisco et le sud. Ça, c'est magnifique. C'est effectivement un très beau pont, parce qu'il est situé à un très bel endroit, à l'entrée de cette grande baie, avec des courants très forts qui passent en dessous, et puis le Pacifique qui est très violent à cet endroit. Le Pacifique est très violent en Californie, parce que il n'y a pas le plateau continental. Le plateau continental est très petit, contrairement à chez nous, où l'Atlantique a un plateau continental important sur la côte française. Là, en Californie, le continent tombe presque directement au fond du plancher océanique. Et donc, il y a pas vraiment il y a moins de protection sur les côtes que chez nous, par exemple. Et donc, l'océan frappe très violemment. La mer est très froide, d'ailleurs. Et les courants très violents. Je suis allé me promener sur une petite station balnéaire au nord de San Francisco un jour, et il n'est pas question de se baigner, hein. L'océan est très fort, et puis surtout il y a ces courants, un peu comme sur la côte atlantique d'ailleurs, hein, où tu te fais emporter très vite, hein, au large par des courants. Et donc c'est beau, c'est sauvage, c'est très sauvage, mais c'est pas très c'est pas un endroit où tu as envie d'aller faire des châteaux de sable, quoi, avec tes enfants. Ce qui est frappant dans la Californie du Nord, c'est le contraste entre San Francisco, qui est
avec donc ce climat assez sauvage où il fait pas très beau. Enfin, moi, je me souviens y être allé en été. Il faisait franchement froid. Et, euh, et puis, dès qu'on va vers l'est, donc on franchit la baie et qu'on arrive vers à Sacramento, et puis qu'on a dans ce pays-là, derrière, l'arrière-pays, euh, et qu'on se rapproche de la chaîne de montagnes du Yosemite, ça change très fort en fait. Tout de suite, ça se réchauffe. C'est un endroit beaucoup plus avec un climat très différent. Et puis évidemment, dès qu'on monte tout en haut du Yosemite, là, il y a très rapidement de la neige et même énormément, puisque juste de l'autre côté, à Lake Tahoe, c'est un des endroits, pas au monde, mais en tout cas en Amérique, il y a le plus de neige. Il tombe le plus de neige au courant de l'année. Et l'année dernière, ils avaient battu des records. C'était incroyable, les photos. Ouais, j'avais Et vu. je trouve que sur cette petite distance, donc entre l'océan et puis les montagnes rocheuses, la différence de climat est incroyable. Quand nous on était descendus du Yosemite, donc vers Sacramento pour aller en voiture pour aller jusqu'à à San Francisco, c'est là d'ailleurs en descendant qu'il y a le pays si je me trompe pas, de la ruée vers l'or. Et c'était en été, toutes les collines étaient dorées en fait, parce que toutes les herbes étaient très sèches. Et c'était un paysage vraiment magnifique, entièrement doré, très très joli. Et jolies Il y a la collines région vinicole de Napa Valley, hein, juste au au nord. nord-est de San Oui. Francisco aussi. Alors ça, je n'ai pas du tout visité, mais Il ça paraît que c'est aussi, très beau. Je suis pas allé, mais il paraît que c'est vraiment très beau. ouais. Bon, tu me Non, diras, les routes du vin en Europe, ou en France en particulier, on en a on a peut-être les plus belles du monde, mais l'architecture en plus, voilà. Oui. ouais. Puis l'aménagement beaucoup plus ancien, une façon de faire de la vigne qui est très différente. Ah oui, donc en fait, pour revenir à San Francisco, je dis ça parce que c'est une blague que, C'est le titre d'un on- livre, hein, c'est le titre d'un livre de Michael Schellenberger, hein, San ah oui, Francisco. voilà, oui, Ouais. parce qu'ils sont malades. Et c'est qu'en fait, comme beaucoup de phénomènes, ça existe évidemment. Il y a beaucoup de gens dans la rue et qui sont même dangereux. Mais en réalité, à chaque fois, c'est cantonné à un endroit, de la même manière que si demain on prenait notre sac à dos et on allait tous les deux en Ukraine, en fait, ce serait pas si facile que ça de voir la guerre telle qu'on l'imagine, en fait. La plupart des coins du pays, en réalité, ils vivent parfaitement normalement. Et donc, en fait, Ouais, on j'ai a. peut-être eu le syndrome de Fabrice à Waterloo, hein, c'est-à-dire que j'ai pas vu, j'avais le nez sur le phénomène et j'ai pas compris ce qui se passait. Mais bon, j'avais vu des photos avant, donc je m'attendais à des coins je m'attendais à des choses plus dégueulasses que ça, quoi. Et c'était, bon. Et je pense qu'à l'inverse, euh, alors peut-être il y a un élément, c'est qu'effectivement, toi, habitant en France et allant souvent à Paris, finalement, il n'y a peut-être pas beaucoup à envier. Tu es habitué. Et c'est clair qu'évidemment, aux nouvelles aux États-Unis, quand on parle de la France et quand on parle de Paris, enfin, en tout cas, quand c'est des médias plutôt conservateurs, ils vont aussi, eux, expliquer que Paris, c'est la jungle, que les touristes se font racketter par des gitans dans le métro, ce qui est vrai hein, dans beaucoup d'endroits à Paris, mais qui qui arrive pas forcément à 100% des gens qui visitent là-bas. Je, D'ailleurs, j'étais même étonné d'apprendre récemment que Kim Kardashian, qui il y a quelques années s'était fait dans un appartement à Paris qu'elle avait loué, racketter, enfin un vol avant la Ouais. main armée. Euh, Elle retourne à Paris, donc visiblement elle est pas vaccinée. C'est quand même Elle prend peut-être ses intéressant. précautions maintenant. Ouais, peut-être. Oui. Donc ok, mais finalement ça correspond à l'idée que je me faisais. C'est-à-dire que c'est un phénomène que j'observe de plus en plus. Les gens, fondamentalement, s'ennuient dans l'existence. Et dès qu'il se passe quelque chose, tout de suite, ils commencent à en parler comme si c'était la crise, etc.
et qu'il se passait quelque chose d'important dans leur existence. Et on le voit évidemment à plein de domaines. Là, ces derniers jours, il faisait assez froid. Et quand les gens parlent de température, ils parlent toujours de la température la plus basse qu'il y a peut-être eu entre 4h et 5h du matin, qu'ils n'ont pas du tout senti, parce qu'ils sortent pendant la journée. Mais voilà, c'est ça qu'ils retiennent. Et c'est cet extrême. Et j'ai l'impression que c'est un phénomène qu'on observe vraiment partout, et qui rend. Et je me souviens d'un jour, je passais des vacances sur la Costa del Sol, dans le sud de l'Espagne, donc on est vraiment juste en face du Maroc. Et puis tout à coup, mon beau-père me téléphone affolé en me disant que il y a eu une incursion de Marocains et d'Africains dans les enclaves de Ceuta et Melilla, et qui sont en train d'envahir, et qu'il faut faire très attention parce qu'on est effectivement à peut-être 20 kilomètres, euh, et il me demande s'il se passe quelque chose. Si je vois, je sais pas, sur la mer, des petits dinghies, des bateaux. Enfin, lui, de son point de vue, en Pologne, il avait l'impression que, voilà, quoi, c'était la crise, là où j'étais dans le sud de l'Espagne, parce que c'est ça que lui rapportaient les nouvelles. Moi, je n'étais même pas au courant que c'était en train de se produire, et puis surtout, c'est passé complètement inaperçu. Et ça, c'est vraiment un truc, une maladie qu'a l'humanité, de toujours tout amplifier comme ça, dramatiser. Pendant les émeutes de 2005 en France, je recevais des coups de fil affolés de la famille à l'étranger pour savoir si ça brûlait dans notre rue, quoi. Exactement. Même les émeutes en 2023, lorsque après après la mort de ce chauffard-là, il a, Oui. me demandait si dans mon quartier ça flambait, s'il y avait des bandes qui couraient. Mais je Ces pense que, phénomènes-là sont toujours très limités. mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de phénomènes pour lesquels nous, on est victimes de ça. C'est-à-dire que même quand je dis nous, c'est-à-dire toi et moi qui sommes conscients de ce phénomène, on est quand même influencé par cet aspect-là quand on pense notamment à des phénomènes historiques. Je pense que quand quelqu'un, on voit une date de naissance de quelqu'un qui est né avant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, on se dit, on imagine tout un tas de trucs sur ce qu'il a dû vivre. Alors que je pense que de fait, il y a évidemment des millions de personnes qui en ont souffert, mais surtout, je pense qu'il y en a énormément pour qui c'était quasiment Qui n'ont rien vu. insensible. Ils ont absolument rien vu. Ils lisaient peut-être des choses, ils se rendaient pas du tout compte de ce qui se passait. Et donc, et notamment, évidemment, on reproche beaucoup aux gens de pas avoir compris ce qui se passait avec l'extermination des Juifs, tout ça. Mais je pense que c'était un phénomène assez naturel de pas comprendre, de pas savoir, de continuer à vivre sa vie dans son petit coin, même si on était en territoire occupé. Il y avait des choses qui changeaient au quotidien, mais c'était pas si considérable que ça, je pense. Et c'est difficile je réfléchis souvent à ça, et d'autant plus en fait depuis la guerre en Ukraine, où j'ai pu voir de mes yeux des Ukrainiens sur Instagram à Kiev des hommes continuer de vivre tranquillement, d'aller faire un petit tour en moto, d'aller faire de la musculation, alors que moi, stupidement, je pensais, en ayant vu les nouvelles, que tous les hommes de 18 à 60 ans étaient conscrits, et que donc ils allaient, ils étaient enrôlés dans l'armée. Ah non, pas du tout. Publiquement sur Instagram, on peut être un Ukrainien. Et je me suis dit, mais en fait, ça doit être quelque chose de plus large que simplement l'Ukraine. Ça doit être en fait quelque chose qui a dû exister à toute époque. Euh, je me souviens d'une réflexion de notre frère qui m'avait dit qui disait que pendant des millénaires, oui, pendant des millénaires, les paysans, enfin les hommes, donc des paysans, donc la quasi-totalité, 98, 90, 95% de la population d'un pays, comme la France ou des pays européens,
ont vu passer des armées, enfin qui étaient toutes petites, ils les voyaient même pas passer, mais soudain ils changeaient de pays, tu vois, enfin Mhm. disons de suzerain, ils changeaient de roi ou de prince ou d'empereur sans absolument s'en rendre compte, parce que en fait leur vie à eux continuait à essayer de gratter la terre en espérant misérablement passer l'hiver et en avoir assez pour nourrir sa famille, et que tous ces événements que les historiens ou que les chroniqueurs ont compté, auxquels ils prêtaient beaucoup d'importance, n'impactaient dans la vie concrète quasiment personne, personne. Mhm. Et en fait, ça n'a pas beaucoup changé, ça. Ce qui se passe dans ce que disent les journaux, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, toutes ces histoires qu'on raconte, impactent très peu de gens, très très peu de gens. Et donc nous, on est sensible parce qu'on suit ça, ça nous excite, on a l'impression Mhm. de mieux comprendre notre monde. Peut-être qu'on le comprend un peu moins mal grâce à ça, mais la plupart des gens, enfin, sont comme ces paysans du Moyen Âge qui voyaient l'empereur d'Allemagne, le roi de France, le duc de Bourgogne ou le pape, voilà, soudain devenir le roi ou le prince de leur région. Et ça ne changeait absolument rien à leur vie, ou en tout cas ils avaient aussi peu de prise sur les événements que nous, en fait, on en a avec la plupart des décisions ou des événements publics qui sont pris, voilà, qui sont retenus ou qui retiennent l'attention des chroniqueurs contemporains ou des historiens, enfin, des futurs historiens contemporains. Oui, mais De ce d'ailleurs, point de c'était vue-là, je aussi. pense qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Oui, exactement. C'était aussi dans comment le peuple juif fut inventé de Shlomo Sand, là, que je lisais. Il parlait justement, évidemment, du fait que les descendants des juifs de l'Antiquité sont en fait les paysans qui travaillaient la terre en, en Palestine et qui n'ont pas bougé, qui n'ont pas émigré et qui sont encore, qui y habitent encore. Et que ces gens-là changeaient de religion, enfin, de fait, ils changeaient de religion quand le gouvernement changeait de religion. Alors, euh, c'est évidemment quelque chose que on n'observe pas vraiment quand Je crois que on les gens ne lit. changeaient même pas de religion. Les gens changeaient pas de religion. Shlomo Zahn dit à un moment, enfin pas parce qu'il y avait un changement de gouvernement. Shlomo Zahn dit on oublie que les anciens rois, enfin que les rois d'autrefois, jusqu'à l'époque moderne, n'avaient pas de moyens de communication sociale. Et Ouais. c'était limité à une petite caste de scribes ou de théologiens ou de prêtres qui prêtaient beaucoup d'attention à tel ou tel détail, mais dans la vie quotidienne des populations, la religion, enfin les subtilités de la religion, la pureté ethnique qu'ont développé les théologiens juifs du 5e siècle avant Jésus-Christ, et encore, ils se disputaient entre eux. Par exemple, on lisait le livre de Jonas dimanche à la messe. Et en fait, Jonas, le livre de Jonas, qui est écrit au 4e, 5e, 4e siècle, c'est un livre qui polémique en réalité sur la pureté ethnique des rédacteurs du Deutéronome. Et donc, c'était vraiment toutes petites zones d'influence à cause de la faiblesse des moyens de communication sociale. Et que tout le reste, je me souviens toujours, le dernier père de l'Église, donc les pères de l'Église, ces théologiens qui ont, pendant les 7 premiers siècles du christianisme, ont développé, enfin, fondé la théologie chrétienne. Euh, le dernier, qui s'appelle Saint Jean Damascène, qui était, comme son nom l'indique, de Damas, de Syrie, donc qui était un arabe, enfin un arabe, disons, il parlait arabe. Il voit arriver, contemporain de l'islam, il voit arriver les musulmans, et lui, grand théologien, il voit arriver l'islam, il dit ah bah tiens c'est encore une secte hérétique du judaïsme, du christianisme, enfin voilà c'est il a et donc donc on peut supposer que même si même pour lui les différences étaient quand même assez subtiles, pas très claires entre l'islam et les religions, les différentes sectes chrétiennes qui existaient au Moyen-Orient à l'époque. Et donc, encore plus pour les paysans,
ils ont adopté soudain l'islam parce que voilà, c'était plus simple c'était le nouveau truc Oui. ils sentent beaucoup de différences avec leur religion précédente. Ce qui contredit, mais oui, surtout, donc en fait, il y avait des tas de populations énormes qui se convertissaient tout à coup, ce qui, évidemment, à notre époque n'existe quasiment plus. Enfin, si, on a tout un tas des grandes populations qui se convertissent à la course à pied. Oui, voilà, j'allais le dire. Je savais que t'allais en les parler. grands mouvements de conversion ou d'apostasie, ce qui est Ou l'équivalent d'une ceux conversion. qui se convertissent à la van life. Puis tout à coup, tout le monde se met à mettre une tente sur sa voiture et à aller passer des vacances dans un camping-car. Non, il y a un peu de ça quand même qui reste, mais c'est vrai que quand on lit les évangiles, on a l'impression que toute la population était assez, mis à part les pharisiens, les samaritains, etc. C'est relativement homogène et ils étaient assez d'accord sur les rites, les traditions, etc. Et je sais pas si on a quand même l'impression dans les évangiles qui décrivent pas justement la vie des élites, mais plutôt des petits pêcheurs sur le lac de Tibériade, etc. Enfin, je sais pas ce que tu penses de ça, mais on a l'impression que c'était quand même assez fixe et on les voit pas tout à coup changer radicalement en fait de religion. Non, on sent mais justement, on sent la petite élite intellectuelle ou très pieuse que sont les pharisiens, avec lesquels polémique beaucoup le Christ, mais enfin il polémique parce qu'il est très proche d'eux. Euh, dans les évangiles, en tout cas, ça polémique beaucoup avec les pharisiens et il reproche aux pharisiens en particulier de vouloir transformer la religion populaire authentique, enfin un peu pure, d'originelle des juifs, enfin des populations qui pratiquent le judaïsme dans cette région du monde à l'époque. Et effectivement, peut-être un des attraits du christianisme très rapidement, ça a été d'éviter les complications rituelles que les pharisiens essayaient depuis 2 ou 3 siècles d'imposer au peuple. Et d'ailleurs, d'ailleurs, c'est les pharisiens qui l'ont, dans le judaïsme, en tout cas, les parties de ces peuples qui ont conservé la pratique juive, ont adopté de façon majoritaire, quasiment majoritaire, pas totale, les pratiques des pharisiens, donc du judaïsme rabbinique aujourd'hui, qui est le judaïsme des pharisiens, qui est pas du tout, qui est juste un petit bout du judaïsme du temps du Christ, dans lequel il y avait plusieurs sectes, si je puis dire, pas au sens négatif, mais au sens de séparation, de groupes religieux différents. Donc oui, tu as raison. Il y a dans l'évangile, on sent bien qu'il y a une espèce de racine, d'appel aux racines d'une religion populaire, plus simple, plus, avec plus de bon sens, on dirait, pour autant que ce mot signifie quelque chose. Avec évidemment des tas de sophistication quand même, hein, parce que les évangiles sont très sophistiqués intellectuellement, théologiquement. Mais il y a effectivement une opposition entre une religion de l'élite et une religion faite pour tout le monde. Hein. Le royaume de Dieu est parmi vous. Hein. C'est facile de le trouver. Il n'y a pas besoin de se mettre à pratiquer des choses très compliquées, comme le faisaient les rabbins, enfin les rabbins pharisiens à l'époque. Ouais. Très bien. Bah écoute, je pense que c'est un bon moment pour s'arrêter. Et je te souhaite une excellente soirée. Oui, toi aussi. À bientôt. Merci. Salut. Ciao.